Est-ce que vous kiffez le fait que le Parti démocrate est vraiment en train de se remettre en question? Totalement, après une victoire historique de Trump, notamment à cause d'une énorme démobilisation de la base des démocrates. Évidemment, il faudrait surtout pas se remettre en question sa stratégie. Bernie Sanders a fait un communiqué, regardez un petit peu son communiqué. Donc en gros, il est en train de dire « Personne ne devrait être surpris qu'un parti démocrate qui a abandonné la classe des travailleurs, qu'en retour, la classe des travailleurs les abandonne eux également. » D'abord, c'était la classe des travailleurs blancs, maintenant c'est les latinos et les noirs également. Pendant que le leadership des démocrates défendent le statu quo, le peuple américain sont en colère et veulent du changement, et ils ont raison. Voilà, en gros, Bernie Sanders, après la défaite de Kamala Harris, a dit non, en fait, je vais prendre la parole, je vais dire les termes, parce que bon, vu son parcours, alors il doit avoir déjà un somme personnel, vu son parcours et à quel point le leadership du Parti démocrate l'a mis à l'écart dès 2016. Mais en plus de ça, je pense que politiquement, c'est très important. C'est très important qu'il fasse ce communiqué. Moi, je trouve que c'est cool qu'il y ait l'aile des progressistes démocrates qui remettent en cause un petit peu la gestion de la campagne, notamment de la communication politique. Parce qu'il y a un problème sur le fond, mais il y a également un gros problème sur la forme. Nous, on l'a dit dans les derniers streams, Biden a fait objectivement une meilleure politique que Trump et pro-syndicat à 2-3 moments clés. Sur l'international, c'était mieux, même si depuis le 7 octobre sur Gaza, c'est catastrophique. En moyenne, c'était quand même beaucoup mieux. Souvenez-vous que quand même, il y avait le Muslim ban sous Trump qui a été levé une fois que Biden est arrivé. Trump est sorti du deal nucléaire avec l'Iran, qui était favorable à une pacification de la région. Mais donc, c'était mieux. Le problème, c'est que les démocrates n'ont pas réussi à le communiquer aux masses. D'accord ? Même ces choses-là sur lesquelles ils étaient meilleurs, même sur l'économie, l'acte de réduction de l'inflation qu'ils ont fait passer a quand même beaucoup limité l'inflation. Bon, l'inflation, c'était quand même un gros problème aux États-Unis ces dernières années, mais ça aurait pu être bien pire s'il n'y avait pas eu la politique menée par Biden. Même si sur le fond, sur des points, les démocrates étaient mieux, il y a quand même eu un gros problème dans la communication politique. Et souvenez-vous, tout ça ne dédouane pas les électeurs américains, et notamment les électeurs qui sont allés voter Biden en 2020 et qui ne sont pas allés voter cette fois Kamala Harris pour faire barrage à Trump ou juste pour ne pas que leur vie s'empire, quoi. Je le précise parce que je vois énormément de gens mettre l'entièreté de la responsabilité sur les démocrates, alors qu'à un moment, les gens qui votent Trump, les gens qui s'abstiennent ont quand même une forte responsabilité dans la situation des US et dans les souffrances que vont traverser les Américains et le reste du monde dans les 4 années à venir. Faudra pas l'oublier ça. Sauf que Trump, il a juste à débarquer et dire je vais obliger les industries à revenir chez nous pour faire du business. Que les Européens, les Chinois, ils rassemblent là-dessus. Que ce soit vrai en acte ou en résultat, ces électeurs s'en foutent. Exactement parce que la communication de Trump est une communication populiste, du populisme économique. Il y a une rhétorique anti-élite chez Trump qui est vraiment prédominante. J'ai écouté un passage média de RFK Jr., qui est un allié de Trump qui va être nommé, je pense, ministre de la Santé américain. Dans sa rhétorique, toutes les 2 phrases, il parle des élites de Wall Street, il parle des élites des grosses multinationales de l'industrie alimentaire, qui sont main dans la main avec l'industrie pharmaceutique, genre « Ah, regardez, ils veulent que vous soyez en mauvaise santé parce qu'après, ils vous refourguent des médicaments. » Donc, il y a cette rhétorique anti-élite qui est hyper présente chez Trump, et ça fait partie de la raison pour laquelle Trump et les républicains ont gagné cette fois-ci, parce qu'ils ont su avoir une rhétorique qui parle au fait que quand même une majorité d'Américains ne font plus confiance à ce qu'ils voient comme le système, les institutions légitimes, le statu quo. Donc quand Bernie il arrive comme ça et il dit même si sur le fond il y a eu des trucs bien, même insuffisants, le problème c'est aussi votre rhétorique, votre capacité à parler aux classes populaires américaines et à adopter une rhétorique qui fonctionne en fait pour gagner des élections, c'est super important. Today, despite an explosion in technology and worker productivity, many young people will have a worse standard of living than their parents. Donc les jeunes auront un niveau de vie inférieur à leurs parents, ce qui est vrai pour beaucoup de cas. Malgré le fait qu'on dépense bien plus par habitant que presque tous les autres pays sur les dépenses de santé, les États-Unis restent un des seuls pays riches à ne pas garantir la couverture santé à tous leurs citoyens. Et on paye de très loin les prix les plus élevés pour les médicaments. Et on garantit même pas des congés maternité et des congés maladie adéquats. On rappelle qu'aux US, ils ont même pas ces choses-là. Dans le cas où ils l'ont, c'est genre décidé par l'employeur. Donc il faut vraiment avoir de la chance sur ton job ou l'avoir dans tes critères de sélection de ton emploi. Mais c'est pas garanti de façon universelle dans la loi pour tout le monde avec un système public. Comme en France, c'est très très loin d'être le cas. Les intérêts financiers énormes et les consultants bien payés qui contrôlent le Parti démocrate vont-ils apprendre
Vont-ils tirer une seule leçon de cette campagne désastreuse et de cette défaite? Vont-ils enfin comprendre la souffrance et l'aliénation politique que des dizaines de millions d'Américains traversent aujourd'hui? Ont-ils une seule idée de comment s'opposer et reprendre le contrôle vis-à-vis de l'oligarchie ultra puissante qui contrôle en grosse majorité l'économie et le système politique américain? Probablement pas. Donc Bernie Sanders dit les termes, hyper critique du leadership du Parti démocrate, et à mon avis, il a raison. Donc il dit dans les semaines et les mois à venir, ceux d'entre nous qui ont quelque chose à faire de construire un vrai mouvement de démocratique et pour la justice économique, on va devoir avoir des conversations politiques assez sérieuses et assez essentielles à avoir, quoi. Très intéressant comme communiqué de sa part. Choisir une femme, je pense, c'était une des grosses erreurs stratégiques. Honnêtement, je pense pas. Ça a peut-être joué, voilà, je sais pas à quel pourcentage ça a joué, ça a pas eu zéro rôle, mais je pense qu'avec une rhétorique plus claire, avec un programme plus clair, avec des mesures économiques plus ambitieuses et qui parlent plus au plus grand nombre, plus facilement explicables, avec un discours moins technocratique, avec une meilleure campagne, Harris aurait gagné. Il s'est pris pas mal de pushback sur ce communiqué, notamment de la part justement de consultants haut placés, des démocrates, des gens qui sont beaucoup plus sur l'aile droite des démocrates. Jamie Harrison. Donc c'est le Chair of the Democrats, donc c'est un mec haut placé dans les démocrates qui répond. Donc il dit, c'est de la foutaise, Biden a été le président le plus pro-travailleur de ma vie. Il a sauvé les retraites des syndicats, il a créé des millions d'emplois bien rémunérés et a même participé à un piquet de grève. Et certains des projets de Harris auraient fondamentalement transformé la qualité de vie et comblé l'écart de richesse entre les races pour les travailleurs de ce pays. Tout ça c'est vrai les gens, tout ça objectivement, les 4 années de Biden là, c'est vrai qu'il a fait toutes ces choses-là. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais c'était positif. Des crédits d'impôt pour les enfants aux 25 000 € d'acompte, 25 000 $ d'acompte pour l'achat d'une maison, en passant par la prise en charge par Medicare du coût des soins de santé des personnes âgées à domicile. Les prises de position post-électorales sont nombreuses et celle-ci n'est pas la bonne. Donc, Jamie Harrison est en train de défendre le bilan de Biden. Le problème, c'est que le souci dans votre campagne, Jamie Harrison, c'était pas le bilan, c'était la rhétorique, la présentation. Comment est-ce que vous faites campagne pour mobiliser le peuple américain? Et vous avez complètement échoué. Ça n'absout pas les électeurs de toute responsabilité, mais il faut se remettre en question. On voit qu'il y a des gens haut placés dans les démocrates qui n'ont pas du tout envie de remettre en question leur ligne politique, leur enrobage de leur rhétorique dans des trucs technocratiques, dans des trucs... En fait, les Américains ne sont même pas au courant des mesures positives qu'il est en train de lister là. Oui, elles ont été effectuées, et oui, c'était bien. Les gens n'ont même pas été informés, parce qu'ils ont été super mauvais en communication politique. Ils n'ont pas été suffisamment populistes, suffisamment focus sur comment ils allaient améliorer la vie des Américains dans les 4 années à venir. Il y a vraiment un moment emblématique de la campagne, c'était une interview de Kamala Harris sur un talk show, où on lui pose cette question-là. On lui dit « Qu'est-ce que vous auriez fait différemment des 4 années de Biden qu'on vient de vivre ?» Would you have done something differently than President Biden during the past 4 years? There is not a thing that comes to mind in terms of, and I've been a part of most of the decisions that have had impact. Vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a dit à peu près rien. Biden a fait une bonne politique et je pense que il n'y a pas vraiment grand-chose sur lequel je peux critiquer ce qui a été fait. Qu'est-ce que les gens entendent quand ils entendent ça? Ils entendent le statu quo ne va pas changer, ma vie ne va pas changer. Ça va être pareil qu'avant. C'est pas un truc qui mobilise les gens, c'est tellement évident. Fallait parler aux affects des Américains, mais premier degré en fait, oui. L'aile droite des démocrates n'a pas d'ambition, n'est pas capable de promettre aux Américains un changement drastique de leurs conditions de vie, une amélioration de leur vie, mais ça c'est parce qu'ils ont complètement mis de côté leur aile progressiste qui veut réellement un changement et qui veut réellement commencer à remettre en question les pires aspects du capitalisme. Et dites-vous que Bernie Sanders, ça reste genre un social-démocrate qui est même pas aussi à gauche et aussi en rupture que le programme du NFP en France. Hein. Mais alors pas du tout, mais souvenez-vous, le programme NFP, transport en commun gratuit en France, une assemblée constituante c'est dans leur programme. Enfin vraiment, les mesures du NFP, sur les propositions politiques de fond, elles sont ultra ambitieuses et ultra radicales par rapport à ce que proposent les démocrates. Et après vous avez des gauchistes en France qui vont dire « Oh, votez pour Mélenchon, votez pour NFP !» Mais en fait, c'est de droite. Lol. Il veut pas immédiatement sortir du capitalisme. Il veut pas qu'on prenne les armes pour abattre l'État et faire que ce qu'ont fait les bolcheviks en 29. C'est lunaire. D'où les démocrates proposent pas de nationaliser le système. Ouais, bah maintenant que les gens qui répétaient pendant toute la campagne que Harris est catastrophique parce qu'elle veut pas nationaliser tous ces systèmes-là, maintenant qu'ils ont réussi à démobiliser les gens et à assurer une victoire pour Trump, l'espoir de réellement nationaliser ces systèmes-là et améliorer de façon plus ambitieuse les choses, il est repoussé d'encore 10 ans. Donc vraiment, c'est bien, vraiment très très stratégique, hein, super.
Je dis pas que c'est négatif ce qu'ils ont fait, mais il n'y a aucune ambition derrière ça. Très bien. Donc, il faut continuer à ce que des progressistes montent dans le Parti démocrate et continuent à essayer de gagner dans les primaires et à influer sur l'agenda. Les gens, rendez-vous compte que Biden était plus à gauche qu'Obama et que depuis 10 ans, depuis 2016 notamment, la première grosse campagne de Sanders qui l'a rendu très populaire et qui a idéologiquement eu un gros impact sur la population américaine qui vote démocrate, et beaucoup de gens se sont déplacés économiquement vers la gauche dans leur croyances politiques. Grâce à ça, depuis ce moment-là, les progressistes dans les démocrates ont influé et ont tiré certains aspects du parti vers la gauche. Pas suffisamment encore. Hein. Et encore une fois, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur tout ce que je viens de dire, vous proposez quoi concrètement ? Créer un troisième parti aux États-Unis qui est plus à gauche que les démocrates, c'est voué à l'échec. Il y a 0% de chance que ce projet-là il marche vu la structure complètement bipartite aux États-Unis, vu les systèmes de financement, etc. Jamais un truc comme ça pourra faire une campagne et avoir assez de ressources pour même d'être à 1/10 du nombre de voix que récoltent les républicains ou les démocrates, c'est impossible. Donc si on peut pas faire un troisième parti, si on peut pas faire une révolution armée, évidemment, les gens qui proposent ça sont des sortes de rigolos que personne prend au sérieux, et ils ont raison de pas les prendre au sérieux. Vous proposez quoi en fait ? C'est quoi votre position ? C'est quoi votre stratégie là ? Comment les Américains, ils sont censés aller vers le communisme 100% automatisé, LGBT de l'espace, comme vous le voulez. Comment on fait ? Comment on fait pour aller vers le socialisme solarpunk ? Moi, je propose qu'ils devraient toujours voter pour le moins pire, assurer les victoires des démocrates, continuer d'essayer de bouger les démocrates vers la gauche. Ça semble être le truc qui a le plus de chances de réussir sur le long terme. Et comme d'habitude, les gens pas d'accord avec moi, il n'y a rien. Et toutes les tendances que je suis en train d'écrire aux États-Unis ont lieu également en France avec une partie des gens. Les gens préfèrent faire un coup d'éclat sans l'expliquer, mais on n'a jamais d'explication. On n'a jamais de proposition. Et moi, je pense pas qu'on va jamais réussir à faire ce que je suis en train de dire. Quand je dis socialisme 100% automatisé LGBT, je le dis sous forme de mème, d'accord ? Quand on était dans une monarchie absolue, combien de temps ça a duré les monarchies en France ? Ça a duré plus de 1000 ans. On a eu plus de 1000 ans de monarchie, de droit divin, de régime autoritaire, etc., le Moyen-Âge, et ça fait 250 ans qu'on n'est plus dans cette méta. Donc à un moment, moi je pense qu'on va complètement dépasser le stade de l'humanité où on est dans un système capitaliste ultra inégalitaire, avec des dizaines de millions de personnes qui meurent de faim encore dans le monde aujourd'hui alors qu'on a assez de ressources, avec la possibilité de la montée du fascisme constamment, parce que à chaque fois que le capitalisme est en crise, la classe de l'oligarchie commence à faire monter cette idéologie dans leurs intérêts, avec les médias, etc. Je pense qu'on va pouvoir dépasser ce stade et qu'on va pouvoir convaincre une grosse majorité de l'humanité que remplacer des systèmes complètement privatisés, contrôlés par une petite minorité de gens surpuissants, remplacer ça par des systèmes publics, remplacer des entreprises autoritaires capitalistes par des coopératives, réformer les démocraties pour atteindre un nouveau niveau de contrôle du peuple sur les décisions politiques, je pense qu'on va pouvoir le faire, mais ça va prendre du temps. J'essaye d'être réaliste sur le temps que ça va prendre, et j'essaye pas de dire « lol, si on n'arrive pas à le faire demain, dans 2 ans, on abandonne tout, voilà, vous avez qu'à pas mettre Macron-Le Pen au second tour, c'est pas grave si on laissait passer Le Pen. » Non, je suis désolé, c'est pas acceptable. J'ai lu un texte qui prône la violence armée des personnes opprimées, mais sans jamais expliquer comment cette violence est possible. Écoutez les gens, moi je vous redonne ma position sur la violence, et tout le monde est d'accord avec ça, hein. Ce que je dis n'est pas du tout... c'est pas du tout une take... Enfin vraiment, si vous réfléchissez 2 secondes, à peu près 0% de la population est en désaccord avec le fait de se défendre quand vous avez une invasion des nazis. Les gens qui sont entrés en résistance en France, il y a peut-être, je sais pas moi, 3% de la population qui serait pas d'accord avec ça, avec la résistance qui utilise également de la violence quand c'est absolument nécessaire et qu'on a littéralement perdu dans tous les autres moyens d'action, tous les moyens pacifiques, tous les moyens de participation aux institutions. Le truc, c'est qu'on n'est pas du tout, mais on est à des années-lumière de cette situation, aux États-Unis et en France. Peut-être qu'ils en sont un petit peu plus proches aux États-Unis, mais et je vous promets que si jamais ça dégénère dans un truc violent, mais c'est pas les progressistes qui vont gagner en fait. Il faut surtout pas faire ça. Écoute artiste, je reconnais que mon job c'est de faire la répétition. Vous pensez que sur BFM et CNews ils font quoi ? Vous pensez que quand ils reparlent d'un nouveau fait divers, vous pensez que c'est vraiment de la nouvelle information ? Tout ce qu'ils font, c'est recycler des éléments de langage qu'ils répètent en boucle depuis des décennies. Hein. La répétition, c'est essentiel. Que pensez-vous de cela que Mélenchon ait dit que Biden était complice du génocide palestinien ? Objectivement, oui, mais il ne faut pas le dire à quelques jours du vote où on est en train d'éviter l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui veut génocider encore plus de Palestiniens. Je suis désolé de vous apprendre, les gens, mais il y a eu peut-être, selon les estimations, entre 40 000 et, disons, 150 000 morts
victimes palestiniennes du génocide, il y a 2 millions de personnes qui vivent à Gaza. Ça peut être pire. Entre 100 000 morts et 2 millions de morts, il y a une différence. Et la différence n'est pas petite. Si justement la résistance armée peut être acceptable dans un régime nazi, Trump est un nazi, donc oui, la violence armée. Les gens, je sais pas ce que t'es en train de dire, Sonja, genre vraiment, réfléchis 2 secondes à ce que t'es en train de dire. Mais vraiment, les gauchistes qui commencent à parler de pro-armes, venez, on s'entraîne à faire des milices, etc., mais complètement déconnectés de la réalité matérielle. Genre, dites ça à n'importe qui de normal dans la vraie vie, vous passez pour une personne folle et la personne ne vous parle plus parce qu'elle vous considère comme quelqu'un de dangereux. Ça, c'est des takes ultra en ligne. Il a dit que les Américains n'avaient pas eu de choix à gauche. Bah si, il y a eu Kamala Harris qui est à gauche dans le système politique américain. Je savais même pas qu'Harris voulait mettre une républicaine à la tête de son cabinet MDR. Oui, alors bon, j'ai vu que la gauche a beaucoup parlé de ça, mais maintenant que Trump a gagné, est-ce que vous pensez pas que c'était peut-être un peu contre son camp de parler pendant des semaines et des semaines de « Oh, regardez Harris, regardez le nombre de compromis qu'elle veut faire avec la droite et tout ». Genre vraiment, il faut quand même pouvoir hiérarchiser vos priorités politiques. Pendant la campagne, la priorité c'était battre Trump et la situation que va traverser les États-Unis pour les 4 années à venir va être tellement catastrophique et va engendrer tellement de souffrance et de millions de personnes qui vont avoir leur vie détruite, leur quotidien se dégrader, leur pauvreté augmenter, enfin je sais pas, genre 1000 facteurs quoi, pour les femmes, pour les personnes LGBT, pour les personnes trans, pour les personnes non blanches. Je sais pas, pour moi il y a eu vraiment un énorme problème quand même dans l'approche par rapport à ces élections. Sérieusement, t'aurais défendu une campagne de Mélenchon en mode on va travailler avec Macron et ses alliés. Les gens, c'était un point absolument mineur dans ce que prévoyait de faire Kamala Harris, d'accord ? Enfin, je sais pas pourquoi vous vous focalisez là-dessus. Il y avait des investissements énormes dans des politiques de relance keynésiennes, dans des énergies renouvelables. Il y avait des politiques pour garantir les droits des personnes LGBT, de garantir le droit à l'avortement avec tout un tas de législations qui allaient aller dans ce sens-là. C'est super bizarre de se focaliser là-dessus. Si en France, on n'avait absolument aucune gauche de rupture, genre il n'y avait pas du tout eu la création de la France insoumise 2012, 2017, 2022, etc. Si on n'avait pas eu ce mouvement-là et que la vraie gauche de rupture était disparue en France et qu'on avait que, comme force politique présente, on avait que les macronistes et les lepénistes ou l'extrême droite, oui, absolument, j'aurais fait une campagne pro-Macron, totalement, j'aurais dit, bien que j'ai un désaccord avec ça sur les macronistes, il faut absolument éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, l'arrivée de personnes qui veulent garantir la présomption de légitime défense pour la police violente, qui veulent interdire le voile dans l'espace public et expulser des dizaines de millions de personnes. Absolument, oui. Et d'ailleurs, je suis surpris, Leinart, qu'après tous ces mois à regarder mon contenu, tu comprennes pas qu'évidemment, dans un tel scénario, j'aurais cette position politiquement. Toujours éviter l'extrême droite, en fait. Ouais, mais les gens, Afro-Trans Rosa, les gens ont vraiment du mal à le comprendre. BPT a tellement raison là-dessus, hein, que le truc de voter pour le moins pire, faire campagne pour le moins pire quand il n'y a pas d'autres possibilités... C'est incroyable que ça soit tellement incompris. Ça peut toujours être pire. C'est incroyable qu'il faille le dire. Quand même, à chaque stream, je suis obligé de répéter. Oui, ça peut être pire que le gouvernement actuel. Ça peut être pire que le gouvernement Barnier. Ça peut être pire. Ça peut toujours être pire, en fait. Dans l'histoire de l'humanité, on a traversé des périodes de génocide. On a traversé des crimes de masse. On a traversé des famines. On a traversé des pandémies qui ont tué la moitié de la population d'un continent. Oui, les choses peuvent être pires qu'un gouvernement de droite, dur, qui ne tient que parce qu'il est soutenu par l'extrême droite, avec certains ministres qui peuvent être qualifiés d'extrême droite, comme on a actuellement en France, oui. Si j'étais taquin, je me dirais que ça me fait doumer. Écoutez les gens, changer politiquement un pays, ça prend longtemps. Construire une victoire de la gauche de rupture en France, combien de temps ça a pris pour avoir la victoire de Mitterrand en 81 ? Pendant 10 ans avant, il y a eu la construction du programme commun. Et au final, ils ont réussi à le faire. Et au final, on a eu la 5e semaine de congés payés, les 39 heures, la dépénalisation de l'homosexualité, la fin de la peine de mort, plus de droits pour les femmes, plus de droits pour les LGBT, une revalorisation du SMIC de genre 15% premier jour. Ils ont réussi à le faire en fait. Et nous, on va réussir à le faire aussi. C'est juste que ça prend longtemps et il faut tout faire pour éviter sur le chemin la case gouvernement fasciste en fait. Parce que là, ça va juste nous retarder d'encore 10 ans. Mais comme ils ont fait aux États-Unis, si les gens étaient allés voter Hillary Clinton en 2016, un peu plus, parce qu'elle a gagné le vote populaire, mais quand même, c'était toujours pas suffisant pour battre Trump. Si on n'était pas passé par la première présidence de Trump en 2016, ils n'auraient pas eu la fin du droit à l'avortement à l'échelle fédérale. Ils n'auraient pas eu la Cour suprême complètement contrôlée par les républicains. Ils n'auraient pas eu, etc. Les choses auraient été mieux, en fait. Cette timeline-là était préférable. Et peut-être qu'aujourd'hui, Bernie Sanders serait président parce que
après 4 ans d'Hillary Clinton, les gens en auraient marre des démocrates pro-statu quo, et aux prochaines primaires des démocrates, les gens qui ont soif de changement, qui ont soif d'amélioration concrète pour leur vie, etc., ont été déplacés vers la gauche par la situation matérielle aux États-Unis. Voilà, s'il vous plaît, juste réfléchissez. Réfléchissez en partant des conséquences des choix politiques. C'est ça le plus important. Je pense qu'il y a vraiment un sentiment de cautionner tout ce que fait Macron derrière, même si c'est pas logique. Totalement, mais t'as totalement raison. Brodek, t'as totalement raison. Genre, une grosse partie des gens ont l'impression que quand ils votent pour un truc, ils sont en train de cautionner tout ce qui est fait derrière. Ils ont une vision du vote extrêmement idéologique, extrêmement peu pragmatique, presque une vision genre religieuse. Et c'est un immense problème, c'est un énorme problème. Ça doit littéralement faire partie des premiers facteurs qui a fait que Trump a gagné cette élection, il y a eu beaucoup moins de participation des électeurs qui traditionnellement vont voter démocrate, cette fois-ci pour Kamala Harris. Et je suis sûr qu'une grande part d'entre eux pensaient comme ça, en mode « Non, Kamala Harris, bon, ça m'enthousiasme pas trop. » La victoire de Trump n'est pas due à une énorme mobilisation en faveur de Trump. Trump a eu moins de voix qu'en 2020. Il a mené une campagne catastrophique qui n'a pas enthousiasmé les gens. Il est mal élu, il y a eu peu de participation. C'est juste qu'en fait, les gens qui sont anti-Trump ont encore moins participé que les électeurs républicains. Le fait que les abstentionnistes ont tous laissé leur voix être répartie parmi tous les gens qui sont alliés aux urnes, c'est quand même le fait numéro 1 à analyser du côté des électeurs qui a mené à cette issue-là. L'abstention, quoi. Mais dans le débat politique américain, les abstentionnistes, ce n'est pas un sujet. Aux États-Unis, ils n'ont même pas de mots pour dire abstentionniste. C'est vraiment flagrant la différence de discours politique là-bas par rapport à la situation. Je sais pas pourquoi c'est tellement absent de parler des gens qui se sont abstenus dans cette situation. Dans les commentateurs politiques, dans les influenceurs, les médias, etc. américains, mais ils parlent pas des abstentionnistes. Ils disent low turnout. Oui, ils parlent du turnout, mais ça, ils parlent de la participation, mais ils nomment pas les gens qui font le choix de s'abstenir. Bon,